STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. À l'instar de la communauté internationale, notre pays, le Niger, a célébré ce 12 août 2022 la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, l'incontournable jeune leader, président du Conseil national de la jeunesse et commissaire général des scouts du Niger, a couplé cette journée à l'ouverture d'un camp chantier international de solidarité. À l'honneur, la commune urbaine de Tillabéri, par la voix du représentant du gouverneur et le maire de la dite commune, se réjouissent du choix porté sur la capitale du fleuve à tour souhaiter la bienvenue à tous les participants. Après avoir réaffirmé leur accompagnement, la coordonnatrice du système des Nations Unies, préoccupée par l'éducation en général, n'est pas restée sans voix à cette rencontre internationale de la jeunesse face à la crise que subit le système éducatif. Ici au Niger, les jeunes à 69% de 15 à 24 ans ne sont ni à l'école, ni en formation, ni en situation d'emploi. Pour les jeunes filles, le pourcentage est 78%. C'est-à-dire qu'une fille sur 5 seulement bénéficie d'un apprentissage ou d'un encadrement. Comment s'inscrire dans sa communauté? Comment espérer prendre la relève pour construire un avenir qui prenne en compte tous les enjeux du 21e siècle dont hérite la jeunesse dans ces conditions? L'apprentissage est une condition sine qua non pour construire notre avenir. En sa qualité de conseiller près du comité mondial du scoutisme, M. Maman Lamine est revenu sur les différentes missions du scoutisme. Le scoutisme, comme vous le savez déjà, a pour mission, en partant de valeurs énoncées dans la promesse et la loi scout, de contribuer à l'éducation des jeunes afin de participer à la construction d'un monde meilleur, peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société. Le scoutisme est le principal mouvement éducatif de jeunesse au monde, permettant à plus de 57 millions de jeunes à travers 172 pays du monde, de jeunes et de volontaires d'être des citoyens du monde, actifs et des agents de changement dans leur communauté. Quant au commissaire général des scouts du Niger, Aliou Oumarou, s'est apaisanti sur l'employabilité de la jeunesse avant de revenir sur cette deuxième édition du camp chantier de solidarité internationale. En parlant toujours de la jeunesse, je voudrais mettre l'accent sur l'employabilité des jeunes. En effet, c'est un secret de polichinelle que depuis plusieurs années, nos États sont engagés dans un processus d'émergence. Ces ambitions qui ne sauraient se réaliser sans les jeunes sont à l'évidence mises en main par de nombreux défis dont le chômage, la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, il me paraît judicieux de demander humblement à l'ensemble des partenaires de soutenir les efforts du Niger dans sa politique de promotion de la jeunesse. La deuxième édition du camp chantier international de solidarité, comme vous l'avez constaté, réunit non seulement les scouts, mais aussi une cinquantaine d'associations de jeunesse nigériennes. Ces assises qui réunissent 500 participants cette année visent à contribuer à promouvoir la paix et la sécurité. Nous avons choisi la région de Tillabéri pour abriter ces camps afin de marquer notre solidarité avec ces populations qui, depuis plusieurs années, sont confrontées à une situation sécuritaire difficile. Nous sommes venus affirmer
haut et fort notre attachement à la paix et au bien-être de nos compatriotes. Représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Culture, Mohamed Hamid Al-Gabid, a d'abord réitéré l'engagement du gouvernement et du président de la République, parrain de ce deuxième camp, avant de féliciter l'incontournable jeune leader. Votre association, à travers l'organisation de cette deuxième édition du camp Chantier international de solidarité, sous le thème Paix et sécurité au Sahel, engagement des jeunes pour l'entrepreneuriat et la résilience face au changement climatique, vient matérialiser son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique nationale de développement des jeunes. Ce camp, Chantier international de solidarité, permettra de promouvoir le brassage et la cohésion sociale entre les adolescents et jeunes africains. La cérémonie d'ouverture du camp Chantier international de solidarité couplée à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse a pris fin sur une note de satisfaction générale. Des difficultés que nos éleveurs rencontrent dans ces pays-là. Au Bénin, c'est vrai, le Bénin a pris des mesures qui interdisent la transhumance transfrontalière. Donc nos animaux sont bloqués, ils ne peuvent pas. Ceux qui étaient là-dedans pour sortir ont des problèmes, ceux qui ne sont pas rentrés ne peuvent pas rentrer. Donc c'est à ce titre que nous avons eu beaucoup d'éleveurs qui étaient bloqués au Bénin et qui n'avaient pas pu avoir les moyens de sortir de ces pays-là. Il a fallu qu'on fasse une délégation pour aller négocier et ça a permis quand même, avec la compréhension des autorités du Bénin, d'avoir des facilités et faire en sorte que nos éleveurs soient de retour au Niger aujourd'hui. À ma connaissance, actuellement, ils sont tous de retour. Au niveau du Togo, ce sont des animaux burkinabés, surtout les gros ruminants qui venaient du Ghana, qui ont été interpellés et mis en fourrière, je peux dire en fourrière parce qu'ils ont été séquestrés, évidemment pendant des jours, et les bergers les plus ont été aussi mis en prison. Donc dès que nous avons eu les nouvelles, on a décidé d'aller rencontrer les autorités togolaises. Ensuite, évidemment, nous avons aussi nos ROGA et d'autres partenaires qui sont au Togo, qui nous ont facilité les choses. Il y a eu au départ vraiment des difficultés parce que certains animaux ont été vendus. Quand le chef de l'État togolais a appris qu'il y a des ventes qui s'opèrent, il a arrêté le processus de vente. Donc actuellement, nous sommes dans cette période d'attente. Il y a eu une négociation qui a abouti à des PV où on a recensé un certain nombre d'animaux. Quand on a reconnu que ces animaux ont été arrêtés, et puis le nombre d'animaux vendus aussi, on s'est accordé là-dessus. Maintenant, il y a des enquêtes complémentaires que les autorités togolaises sont en train d'entreprendre au niveau des sites d'embarquement, des sites de rétention des animaux, pour vraiment affiner davantage le nombre, les chiffres en ce qui concerne le nombre d'animaux arrêtés et le nombre de personnes. En tout état de cause, ce que nous souhaitons en tant qu'organisation, nous voulons une rencontre tripartite Bénin, Niger, Burkina et Togo, pour que ce genre de situation soit résolu et que si on pouvait prendre des mesures préventives pour éviter à l'avenir d'arriver à ce genre de problème. Au marché hebdomadaire qui se tient
tous les samedis devant le RECA. Plusieurs produits locaux transformés par les femmes nigériennes, plus précisément celles de la capitale nigérienne, étaient au rendez-vous. Mais deux produits ont plus attiré notre attention. Il s'agit du couscous de Fonio et le fromage de lait communément appelé Wagassi. Quant au premier produit, notamment le couscous du Fonio, est le produit phare de la semaine. Pour rappel, le Fonio est une céréale originaire d'Afrique encore peu connue et utilisée dans la cuisine. Pourtant, cette céréale mérite toute sa place dans le cadre d'une alimentation diversifiée. En plus d'être sans gluten, le Fonio regorge de nombreux bienfaits pour la santé. Fabriqué à base du Fonio, ce couscous est pratique selon la promotrice. Le Fonio est connu depuis dans le temps. Mais les jeunes ne mettaient pas ça au Nigeria en valeur. Parce que les jeunes ne faisaient pas le couscous du Fonio. Mais avec la nouvelle technologie et les progrès, nous avons essayé de mettre ça en valeur pour faire du couscous. Donc le couscous là, il y a deux façons de préparer ça. Donc on a l'eau bouillante, on lave bien un récipient, on le met dedans, on le ferme. 10-5 minutes, ça va se cuire. Ou bien on peut le remettre dans un récipient, mettre un peu d'eau et mettre ça à la vapeur. Et nous souhaitons à ce que les gens en consomment beaucoup le Fonio parce que le Fonio est un aliment très utile pour l'organisme, ce que les gens ignorent. Le fromage du lait pur est la deuxième distinction dans ce marché des femmes transformatrices des produits locaux car il est différent de celui importé au Niger. irkan di fromage irkan di wakai gidan duniya sai gina ne irkan di jus de gingembre citron ngumu irkan di fromage waga sunu do shatti irkan di dai da ge gono secret tana kuma gono kuma zabi majo dilabuwa ne wani karin godi igo kande igo di cirandi be an haligi kande a gisan lokaci ya wuro wa iga morgu mono du dungurwa kan sigine soja dunguri mi gidan ara imate irwo wana sinda haikul melonji sino hawowa deno hawowa no irgate da irbon se mo irgate ira habu wone wono dirwona imantafu igifayanka samirwo se kul da ara naturel no irgate naturel mon no ikusifuro produit kunil sidan ara kalwa. Ces femmes nigériennes transformatrices de produits locaux apporteront sans nul doute leur pierre d'édifice au développement du pays. Il reste seulement que les autres femmes fassent la promotion de ces différents produits en les intégrant dans leur panier quotidien. Les vacances sont pour certains élèves et étudiants un moment propice pour les cours à l'initiation de l'informatique. Organisés à Niamey de longue et courte durée et cela à vil prix, afin de permettre aux élèves et étudiants de bien se perfectionner et qui désirent quitter le monde des analphabètes, surtout en cette ère des nouvelles technologies de l'information. Cette initiative s'est répandue dans plusieurs localités du Niger afin d'initier les populations en informatique. De nos jours, l'outil informatique devient indispensable dans tous les secteurs d'activité, plus précisément dans les administrations publiques comme privées. Et ce qui fait qu'au Niger, environ 80% de la population ne sont pas informatisés, pour dire qu'ils ne touchent pas au clavier ou à la souris, afin de connaître plus l'importance de l'outil informatique. Le rôle de l'informatique aujourd'hui, sans le savoir que dans l'administration nigérienne d'abord, l'informatique occupe une place très importante. Et non seulement ça, il faut retenir qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de l'informatique pour mieux étudier s'il le faut. Et également, il n'y a pas un seul domaine où vous allez travailler, vouloir faire quelque chose sans pour autant mettre de l'informatique. Donc, il est vraiment nécessaire d'apprendre l'outil informatique. Bon, et ici, MIT Niger, nous avons trouvé utile d'apprendre à la jeunesse nigérienne
d'abord volontairement. Nous faisons non seulement les volontariats et nous les apprenons à vil prix et ces logiciels. Et nous avons les packages Office, ça sous-entend les Windows, Word, Excel, PowerPoint, ainsi de suite. Nous avons également le réseau informatique où nous faisons des Cisco, PAC-Tresa et tout ça. Nous aidons les étudiants à mieux préparer leur certification CCNA. Et non seulement ça, il y a aussi les logiciels de conception des maquettes et autres. Ce qui concerne les PAO, ça sous-entend les programmes assistés par ordinateur, ça sous-entend préparer les maquettes et tout ça. Dans votre domaine, proprement dit aussi, il y a ce qui est de la publicité. Nous assistons à beaucoup de ceux qui font le montage audiovisuel à mieux donner la meilleure des qualités de montage qu'il faut. En plus, cette initiative de volontariat est organisée à Niamey pour permettre aux apprenants de s'initier à cet outil de développement afin d'accompagner la communication et le numérique à Niamey. C'est un curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celle qui est à l'origine de sa conception. Moi je prends du collagène parce qu'il est juste super pour la peau. Une boisson censée éclaircir à la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nouran Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutin, vous avez le glutathion, vous avez la boisson minceur en enzyme. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. De l'arbutine ou encore du glutathion. Des substances qu'on retrouve dans la plupart des produits utilisés pour la dépigmentation de la peau. Mais ils sont en vente libre sans ordonnance ni contrôle médical, y compris dans des pharmacies comme celle-ci. Combien coûte le collagène? Ces boissons supposées contenir du collagène sont très demandées par une clientèle féminine qui veut s'éclaircir la peau malgré les risques encourus. Ça éclaircit ma peau, ça rend ma peau élastique et je reste toujours jeune. Ça éclaircit de l'intérieur. Ça soigne tant, mais on ne dirait pas. Boire des produits dits éclaircissants, un risque majeur pour la santé d'après les spécialistes. Depuis des années, le docteur Henriette Meilot se bat contre ces produits de dépigmentation. Pour cette dermatologue réputée, avaler des molécules comme l'alpha-arbutin peut avoir de graves conséquences pour l'organisme. Alpha-arbutin est un proche de l'hydroquinone. Donc c'est un produit qui est utilisé pour dépigmenter la peau. Et quand on boit déjà, ça peut avoir d'autres effets secondaires, pas seulement au niveau de la peau, mais au niveau des autres organismes. Parce que la dépigmentation n'a pas d'effet seulement uniquement au niveau de la peau. Ça peut entraîner d'autres maladies. Il y a l'hypertension, il y a le diabète et le cancer de la peau. Dans sa boutique, la députée et femme d'affaires Nouran Foster affirme que la consommation de ces boissons dites éclaircissantes est bien autorisée au Cameroun. Et malgré la polémique, le ministère camerounais de la Santé n'a jusqu'ici pas eu de réaction officielle. Réconciliation nationale, une nécessité incontournable, a constitué un des titres du journal Le Courrier. Le Courrier qui estime qu'il est indispensable que la classe politique nigérienne en particulier se retrouve et tourne définitivement le dos aux querelles inutiles, parfois sur des bases pas trop subjectives d'ailleurs, qui ont pourtant affecté considérablement l'échiquier politique, mais avec des conséquences certaines sur la cohésion sociale. Le Courrier qui poursuit qu'afin de créer un front commun, uni et soudé contre les défis, dans le respect bien entendu des options de chacun et des rôles et missions du pouvoir et de l'opposition, tous deux indispensables en démocratie, car, comme l'a formulé Montesquieu, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
Plus loin dans ses colonnes, le journal estime que l'altérité politique qui n'est que l'expression de la complémentarité des points de vue ne doit pas être un obstacle à la cohésion sociale, surtout lorsque le cadre d'existence même qui est l'État est menacé. Que la classe politique se retrouve après tant d'années de friction et de confrontations inutiles autour de l'essentiel qui concerne tous les citoyens ne peut qu'encourager et motiver les citoyens à la culture de la paix, de la tolérance et au renforcement de l'unité nationale. Certains responsables politiques de certains pays de la sous-région, d'ailleurs, moins menacés que notre pays, l'ont compris, écrit le journal qui cite Talon et Boniaï au Bénin, Ouattara, Gbagbo et Bédié en Côte d'Ivoire se sont retrouvés et ont fumé le calumet de la paix. Au nom des intérêts supérieurs de leur peuple, s'exclame le journal. Pourtant, les relations entre ces personnalités ont été, pour le moins qu'on puisse dire, très difficiles à un moment, mais ils se sont surpassés face aux défis. Dans la foulée, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a même accordé la grâce à Laurent Gbagbo, son prédécesseur. Pourtant, le journal estime qu'on ne peut pas imaginer de relations aussi exécrables que celles qui ont existé entre les deux. L'actualité ayant marqué cette semaine à travers les journaux reste marquée par le sujet de l'augmentation du prix du gasoil. Le journal L'Actualité rapporte à cet effet augmentation du prix du gasoil, rencontre du président avec les acteurs sociaux. La bombe sociale peut-elle être désamorcée, s'interroge en gros le journal. Il est dommage que l'on ne puisse pas entendre d'abord le ministre du pétrole, sans doute le premier concerné par le sujet, mais qui se barricade derrière les tontons protecteurs incapables de s'affirmer et de s'assumer dans un tel débat pour donner d'abord à son niveau ce qui peut justifier cette augmentation décriée. Pourtant, le journal écrit qu'il a été présenté comme un bel esprit sorti de Harvard et donc qui pourrait, comme un fils d'un tel, faire mieux qu'un autre et même dans un domaine qui n'est pas forcément le sien. Il affichait dans la ligne des ministres et avocats un profil bas, jouant au figurant pour un problème qui le concerne en premier. Est-il là juste pour les faveurs rattachées à ses fonctions qu'à défendre sa gestion et assumer les responsabilités auxquelles l'expose ses charges de ministre du pétrole, s'interroge le journal qui estime que les confrères n'ont pas tort de douter des compétences de l'homme qui pourrait naître là non par des compétences avérées reconnues, mais seulement pour être l'enfant de qui l'on sait. À travers ceux qui ont parlé, obligés de défendre petit que leur confiait le camarade et qui se trouve à l'épreuve de ses responsabilités de ministre, l'on ne peut entendre rien de ce qui peut convaincre du bien fondé de la décision qui déchire aujourd'hui les Nigériens. C'est une justification à l'emporte-pièce, écrit le journal qui ajoute qu'à la Hussarde, avec des raisons saugrenues qui font dormir debout, que donnent des ministres obligés de se jeter à l'eau, n'ayant d'autre choix que de défendre la clique aujourd'hui rattrapée par sa gestion opaque et clanique du pétrole. Comment peut-on comprendre que parce que l'on achèterait plus cher le gasoil au Bénin qui n'en produit pas, il faut augmenter au même niveau que dans ce pays donné? En exemple, le prix du gasoil qui se produit chez eux. Comment notre gasoil doit-il profiter au même prix qu'aux autres qui viennent le chercher chez nous? Il se faut déjà quand c'était le tonton qui gardait la manne, le sieur Pierre Fumako-Igado en l'occurrence, l'on pouvait entendre drôle que cela puisse paraître pour des socialistes que nous devons payer plus cher notre pétrole pour que d'autres puissent venir l'acheter moins cher chez nous. Peut-être pour nous faire plaisir, se demande le journal cela, selon quelle intelligence économique. Aussi, lorsque le ministre du Commerce vient raconter que la moitié de la production est consommée par l'extérieur et qu'il faut pour cela nous le vendre plus cher, c'est une histoire qui fait dormir debout. Le journal se demande plus loin, mais pourra-t-on étouffer les colères suscitées par une telle mesure? Ce n'est pas évident, estime le journal. Et les signaux d'une conflagration sociale sont d'autant fort que les ministres et le chef d'État, de l'État ne réussiront pas à convaincre et à pousser les acteurs sociaux à renoncer à défendre cette cause vitale et à lutter pour de meilleures conditions de vie pour les Nigériens. Pour les Nigériens, le pétrole ne sera pas comme l'uranium et l'or et pour cela, ils sont en train de s'organiser avec les seuls Nigériens qui seront prêts pour cet ultime combat pour mener, selon le journal,
pour l'histoire et pour la dignité de l'homme nigérien, la lutte pour laquelle plus rien ne saurait les amener à s'y dérober. Tant que le régime ne montrera aucun signe d'écoute pour entendre les colères et les attentes, il va sans dire que ces petites manipulations ne sauront pas éteindre les ardeurs qu'on peut entendre dans les discours guerriers de ces derniers jours, ici et là. Plus loin dans ses colères, le journal s'est intéressé à la gouvernance politique du Niger. Il écrit en gros dans ses titres qu'Issoufou Mahamadou est le seul maître du jeu politique. Comme on peut le constater, Bazoum ne point le président des armées, comme le dispose la loi fondamentale du Niger, mais bien un président des armées, pour emprunter la belle formule d'un politologue français à propos de Mahamadou Ousmane sous la cohabitation de 95. C'est pourquoi, selon le journal, il tourne présentement en rond, s'ennuyant souvent au palais de la présidence où il rangerait ses freins et ne trouverait le réconfort moral que dans les déplacements incessants à l'étranger. Maintenant, plus personne ne se montre du poids sur la personnalité qui détient la réalité du pouvoir suprême au Niger. Et même les plus sceptiques des Nigériens ont fini par s'en convaincre à leur corps défendant que c'est autour d'Issoufou Mahamadou que la planète tourne au Niger. Issoufou Mahamadou demeure, selon le journal, jusqu'à ce jour, le seul maître du jeu politique dans ce Niger contemporain. Le personnage et son clan politique disposent d'une force de frappe financière, matérielle et stratégique extraordinaire contre laquelle il serait téméraire de se frotter pour le moment. Quant au président Bazoum, il est, selon le journal, pleinement conscient de ses limites objectives selon la célèbre formule d'Espinoza. L'homme n'est pas un empire dans un empire, à laquelle on pourrait ajouter avec une pointe d'ironie qu'un état de président est une spécificité politique dont seul le régime de la Renaissance détient le brevet d'invention. Peut-être qu'un bon arabe qui sait toujours se montrer patient car la précipitation étant de l'ordre satanique apprend-on dans les livres révélés, le président Bazoum finira par briser les chaînes infâmes de la soumission. Quant au canard en furie, il s'est intéressé cette semaine à la visite du chef de file de l'opposition chez le président Bazoum. Le chef de file de l'opposition chez le président de la République. Que cache cette rencontre inhabituelle, se demande le journal. Décidément, le président Bazoum Mohamed a peu de points communs avec son prédécesseur. Écrit le journal qui estime qu'en recevant le 6 août le chef de file de l'opposition, il pose un acte majeur qui rompt avec la gouvernance politique d'Issoufou Mahamadou. Les deux mandats de ces derniers à la tête de l'État ont été caractérisés par une crispation accrue du climat politique. Opposants politiques, acteurs de la société civile et journalistes ont été nombreux à avoir été impressionnés parfois pour leurs opinions, leurs préférences politiques ou encore leurs publications en ce qui concerne les journalistes, en disant Issoufou Mahamadou n'a pas reçu une seule fois le chef de file de l'opposition. Au contraire, il l'a stigmatisé, harcelé et envoyé en prison. Écrit toujours le journal. Bazoum Mohamed prend son contre-pied et selon des sources politiques proches du milieu du président de la République actuelle, c'est pour inaugurer une nouvelle ère dans les rapports entre la majorité au pouvoir et l'opposition politique. L'objectif du président Bazoum, a-t-elle expliqué, est de civiliser ces rapports afin qu'ils ne soient plus conflictuels comme cela a été le cas sous Issoufou, mais source d'enrichissement mutuel. Le pays, il faut le dire, a frôlé des situations critiques pour ne pas tirer les leçons nécessaires. La démocratie s'en porterait mieux au Niger. Si le statut de chef de file de l'opposition a été probablement au menu des discussions entre les deux hommes, le journal estime qu'il ne constitue pas l'unique point qui a retenu leur attention. En l'absence d'informations officielles sur l'événement de la semaine, voire de l'année, les Nigériens spéculent dans les cercles des discussions. L'on avance que, inévitablement, la libération des prisonniers politiques a été le principal sujet au centre de cette consultation président-chef de file de l'opposition que Tanja Mamadou a inauguré avec Issoufou. Il y a bien d'autres sujets. L'opposition ayant toujours réclamé la lutte contre la corruption, il va sans dire que Bazoum Mohamed et Tahirou Seydou ont certainement échangé sur la nature et les niveaux de blocage qui ont vidé de son essence l'intention du premier de ne faire aucun cadeau aux auteurs de ce fléau qui a ruiné le Niger. Et par rapport à la rencontre entre le président Bazoum et les acteurs sociaux, le médecin après la mort ou le médecin qui tue le
le patient. Écrit dans ses titres, l'éclosion. L'éclosion qui nous rapporte que le samedi dernier, le président de la République, Mohamed Bazoum, a rencontré successivement les centrales syndicales et les acteurs de la société civile pour leur expliquer les raisons de la hausse subite du prix du gasoil. Certains diront que c'est à la manière du médecin après la mort, puisque le pouvoir a mis les citoyens devant le fait accompli. Mais en réalité, c'est pire que cela. C'est plutôt le médecin qui tue le patient pour ainsi caricaturer. Écrit toujours le confrère qui explique qu'avec la hausse de 24% sur le prix du litre de gasoil, ce ne sont pas moins de 8 milliards supplémentaires que nous allons payer chaque année pendant on ne sait combien d'années. Le gouvernement a fait ce choix qui jure avec l'intérêt général dans ce pays où le pouvoir d'achat est l'un des plus faibles au monde parce qu'il est sûr que rien ni personne ne peut lui faire entendre raison. L'Assemblée nationale est sous contrôle de l'exécutif. La plupart des centrales syndicales, de même que les structures de la société civile, sont sous coupe réglée. L'opposition n'a même plus la force de lire une déclaration publique. Bref, aucun contre-pouvoir n'existe dans le pays. C'est sans doute pourquoi, selon le journal, le président Bazoum a préféré annoncer la pluie la mer avant de rencontrer les acteurs sociaux pour leur expliquer les raisons de cette hausse et vraisemblablement, il a réussi son coup. Au journal Le Monde d'aujourd'hui d'ajouter à propos de ce sujet que c'est un dialogue de sourds. Pour les Nigériens, il est clair que l'on ne saurait s'attendre à mieux de la part de ces hommes, de ces socialistes de pacotille, qu'un certain hasard de l'histoire et une cruauté du destin impose aux Nigériens, se lamentant tous les jours sans que jamais leur pouvoir ne daigne entendre les cris de cœur des populations dont ils prétendent porter la légitimité et la confiance pour gouverner et répondre à leurs attentes. Cela fait des années que par la gouvernance des socialistes faite de mépris à l'endroit du peuple, les colères se sont tassées, que les rancœurs se sont accumulées sans que jamais des socialistes gonflés de vanité ne puissent comprendre l'urgence à apaiser pour soigner les douleurs endurées pendant des années. Peuvent-ils avoir cru qu'ils avaient ainsi réussi à mettre à genoux les Nigériens pour se jouer tant de leur vie, de la fierté dont ils se revendiquent? S'interroge le journal qui explique plus loin dans ses colonnes. S'interroge le journal. Quant au journal La Rue de l'Histoire, il rapporte à propos de cette rencontre que le président de la République a organisé une série de rencontres. Il rapporte tout sur les raisons de l'augmentation du prix du gasoil. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a toujours insisté sur son attachement à un climat politique et social apaisé à chaque fois qu'il s'est adressé à la nation. Depuis son investiture, il y œuvre inlassablement, faisant du dialogue inclusif, de la transparence, de la redevabilité et de la responsabilité une approche permanente de sa gouvernance. Fidèle à sa politique de dialogue, Mohamed Bazoum a rencontré samedi 6 août 2022 au palais de la présidence les responsables des centrales syndicales et des organisations de la société civile du Niger à propos de la récente augmentation du prix du gasoil à la pompe qui a suscité des réactions d'incompréhension et souvent même de désapprobation de la part de ces organisations et de certains acteurs. Dans son franc-parler qu'on lui connaît, le chef de l'État a entretenu les acteurs de la société civile et les syndicalistes sur les raisons qui ont poussé le gouvernement à prendre cette décision, bien que douloureuse. Une contrainte a indiqué le chef de l'État pour éviter, entre autres, l'augmentation du prix du kilowatt, du gaz et aussi du super à la pompe. À l'issue de cette rencontre, les inquiétudes se sont visiblement dissipées et tous ont promis, chacun dans sa sphère de compétences, à œuvrer pour éviter une hausse généralisée des produits de première nécessité. Du côté du gouvernement, le journal rapporte que des mesures d'accompagnement d'ordre général et particulier ont été prises. Il s'agit notamment de garantir la disponibilité du gasoil sur toute l'étendue du territoire national, ne pas répercuter cette hausse du gasoil sur les tarifs de l'électricité, prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les augmentations fantaisistes des prix des services de transport du Niger et des produits de consommation courante. Le gouvernement s'est aussi engagé à garantir aux transporteurs nigériens l'exclusivité du transport intérieur sous réserve des dispositions communautaires en la matière, supprimer la double imposition des droits de sortie et de stationnement pour le compte des
les collectivités et rendre seulement exigible leur paiement dans la localité de départ. Mettre en place un mécanisme adéquat de renouvellement du parc automobile de marchandises. Les transporteurs, pour leur part, satisfaits de ces mesures, se sont engagés à maintenir le prix de transport voyageurs à un niveau raisonnable qui fera l'objet d'un contrôle du gouvernement. Et le collectif des syndicats nationaux de transport marchandises s'est engagé à ne pas répercuter la hausse du prix du gasoil sur le prix du transport de marchandises. Le gouvernement a également promis de poursuivre le dialogue avec tous les acteurs économiques et sociaux concernés par la question. Ce qui est sûr, selon le journal, les préjugés qui ont entouré la décision quelque peu brutale du gouvernement sur le rehaussement du prix du litre du gasoil à la pompe sont tombés. Les inquiétudes se sont dissipées grâce au dialogue engagé par le président de la République, Bazoum Mohamed. Autre actualité à travers les journées cette semaine, c'est aussi cette affaire d'héritage de Maman Abou. Le Monde d'aujourd'hui écrit à ce titre que la famille Abou renie la filiation des enfants avec le défunt selon Maître Souley Oumarou. C'est à son corps défendant que la famille du défunt Maman Abou, propriétaire de la nouvelle imprimerie du Niger, a décidé de sortir de son silence dans le contentieux judiciaire opposant le frère cadet du défunt à une ancienne épouse du défunt prénommée Tamo relativement à la gestion de la nouvelle imprimerie. Dame Tamo a décidé d'intenter une action en justice contre le général Mahamadou Abou Tarka, mandataire de la gestion des biens du défunt au nom de ses jumeaux. Elle soupçonne notamment le général Tarka qui l'a défendu contre sa propre famille à la suite du décès de Maman Abou, de transfert douteux de fonds à partir de l'imprimerie. L'affaire a pris une autre tournure aujourd'hui avec le reniement pur et simple des enfants par la famille Abou, suite notamment à la découverte des dossiers médicaux du défunt et de la dame. Lors d'un point de presse qu'il a récemment animé, Maître Souley Oumarou, l'avocat du défunt, a martelé haut et fort que les jumeaux au nom desquels Dame Tamo veut faire même bas sur l'héritage de Maman Abou ne le sont pas en vérité. La famille dit détenir les preuves matérielles qu'elle est prête à fournir lors du procès. Voilà comment le problème s'est posé. Lorsque Maman Abou est décédé, ses frères ont contesté la paternité des enfants. La famille en parlait. Le général Mahamadou Abou Tarka, qui défendait les enfants, a dit à ses soeurs et frères: au stade où nous sommes, nous ne pouvons pas prouver que ces enfants ne sont pas de notre frère. Puisque nous ne disposons pas de preuves, on est obligé de travailler avec les papiers que nous avons jusqu'à preuve du contraire. En l'état, c'est elle, la mère des enfants, et ils sont de Maman Abou jusqu'à ce qu'on décide autrement. Malgré ça, les autres frères n'étaient pas d'accord jusqu'à se transporter chez le président Hamid Al-Gabit qui a pu calmer le jeu. D'après la coutume touareg, les enfants de cet âge-là, en 2020, devraient être entre les mains de la famille du défunt. Surtout que Dame Tamo s'est remariée. Elle s'est mariée et elle a divorcé. Je vous dis qu'elle a laissé les enfants à l'âge de 6 mois à Maman Abou qui était en chaise roulante, paralysée. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec lui puisqu'il ne pouvait même pas la satisfaire au lit. Elle est partie se remarier avec quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter la maison. Elle a eu un enfant avec lui, puis a divorcé, rapporte toujours le confrère qui poursuit. Elle a contracté encore un autre mariage, puis a divorcé. Et à l'heure actuelle, elle est célibataire. D'ailleurs, si vous voulez, demandez-lui où sont les enfants qu'elle a eus avec les autres maris. Ils sont dans les mains de qui? S'interroge le journal. Donc, c'est celui-là même qui l'a protégé, le général Abou, qu'elle attaque aujourd'hui en justice. La décision familiale dont je parlais a été prise pour protéger les enfants jusqu'à maturité. Pour rappel, tout le système de gestion que Maman Abou a installé, c'est le même qui est en place. Le général se contente juste d'administrer. Et devant le juge qui nous a convoqués, le général Abou a comparu pour dire qu'il est prêt à répondre de sa gestion devant les juridictions. Le juge n'a pas voulu l'écouter, d'où le problème entre lui et le juge. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà maintenant que notre juge a dit qu'en l'état, le mandataire reste le général Abou Tarka. C'est à partir de cette décision qu'on a vu toute une batterie d'interventions qui veulent mettre en cause la mémoire du défunt et l'intégrité morale du général Abou qui a aidé Dame Tamo à avoir cette position. Mais entre-temps, lorsqu'elle l'a convoqué, les autres frères du défunt sont revenus à la charge. Ils ont trouvé les dossiers médicaux de la femme en
question dans les valises de Maman Abou. Maman Abou est restée dans un hôpital suite à un AVC, paralysée au lit pendant 1 an. Et c'est pendant cette période que les enfants ont été conçus. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a fait plus d'1 an au lit, paralysé, en train de faire des bébés? Ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que la femme avait voulu avoir des bébés in vitro par procréation médicalement assistée. Elle a rencontré un docteur dans un cabinet qui organise la PMA. Ils ont fait un prélèvement sur elle, puis elle a été suivie jusqu'au moment où elle était prête. Elle est partie se faire l'insémination en Espagne, parce que là-bas, le journal estime qu'on trouve des cliniques clandestines qui peuvent faire ça. Elle est revenue à Paris, où elle a accouché et faire les pièces d'état civil des enfants qui ont été pratiquement fabriquées en Espagne. Au journal Le Courrier d'ajouter à propos de ce sujet, affaire de l'héritage de Maman Abou, le rôle de l'avocat est-il de défendre ou d'accuser, s'interroge le journal. Le métier d'avocat est certes libéral, il est tout de même exercé par des gens qui n'ont que le droit pour boussole. L'un des avocats du journal était aussi celui de certains des accusés dans l'affaire de 2012. Comment pourrait-il dire justifier les propos qu'il a tenus au cours du point de presse en 2012 dans l'affaire dite des bébés importés? Tout Niamey disait que les enfants de Maman Abou ne sont pas de lui. Aujourd'hui, je vous dis que Niamey a raison. Où est la constance, s'interroge le journal. Plus grave, il demandait ni plus ni moins que le procureur, comme en 2012, s'auto-saisisse. Il quitte son rôle de défenseur selon le journal pour exercer celui d'accusateur. La ligne de défense des avocats est un tissu d'amalgame. Le droit coutumier est mis en avant, mais il ne rechigne pas à parler de prétendues preuves médicales que la coutume n'évoque jamais en l'espèce. D'autant que coutume et science n'ont pas le même regard sur une affaire d'héritage sous nos cieux. Et comment ont-ils pu obtenir les dossiers médicaux dans des pays où le secret médical est une réalité? S'interroge le journal, pour qui il est trop facile de dire que des dossiers ont été retrouvés dans les valises du défunt. Si Tamo Amoul Kini avait simplement l'intention de captage de l'héritage, elle ne laisserait, selon le journal, aucun dossier qui la compromettrait au moment de son départ. C'est juste du bon sens. Il est inutile de revenir sur les indécentes insultes proférées à l'encontre de cette dame et ses enfants. Et pour finir, l'enquêteur s'est intéressé à l'octroi des marchés publics. Bazoum Mohamed, représentant d'une oligarchie affairiste, s'interroge en gros le journal dans ses titres. À l'épreuve du pouvoir, Bazoum Mohamed transgresse les principes et valeurs sur lesquels il prétend avoir bâti son engagement politique. Au fil des mois, le président de la République s'accommode de la mauvaise gouvernance, écrit le journal. Il faut se rendre à l'évidence, malgré son long parcours, quelques 3 décennies, Mohamed Bazoum reste et demeure un théoricien politique. L'homme d'État, le vrai politique, est un praticien, dit-on. Confronté au pouvoir suprême, Bazoum Mohamed étale les signes de son incapacité à se mettre dans la peau d'un véritable homme d'État avec des principes inébranlables chevillés au corps. Dans son discours d'investiture le 2 avril 2021, il a fait un diagnostic d'État qui tire le Niger vers le bas depuis l'avènement de la démocratie. Le défi de la gouvernance est d'autant plus grand chez nous que prévaut une mentalité pas toujours en harmonie avec les valeurs de l'état de droit et ses exigences relatives à la primauté de la loi ainsi qu'à l'égalité de tous les citoyens, a-t-il déclaré. Ce jeudi 4 août 2022, à l'ouverture de la première session du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l'année 2022, le chef de l'État a laissé entendre comme mon vœu le plus cher pour nos concitoyens, conformément au programme sur la base duquel j'ai été élu, et l'instauration de la bonne gouvernance en milieu judiciaire, c'est-à-dire une justice de qualité, une justice juste, équitable et impartiale, une justice qui rassure les citoyens honnêtes en même temps qu'elle traque les délinquants, grands ou petits, riches ou pauvres. Dans les faits, le journal estime que la bonne gouvernance, la justice et l'égalité des chances ne constituent point de priorité pour Bazoum Mohamed. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.